Quel peut être le point commun entre un porte-avions moderne et un navire, construit il y a plus de 1000 ans par les mains des Vikings sans un seul clou de fer? Comment les peuples des froides côtes de la Scandinavie ont-ils pu créer des navires d'une longueur de près de 90 mètres, qui étonnent encore aujourd'hui les ingénieurs? Mais le plus important, pourquoi avaient-ils besoin de tels géants? La réponse à cette question est cachée dans le bruit ancien des haches et l'odeur du chêne frais, dans ces secrets qui ont traversé les siècles et ne sont pas encore entièrement élucidés. Selon les descriptions des chroniqueurs médiévaux, de tels colosses, comme le légendaire Drakkar, ne faisaient pas que flotter, ils volaient sur les vagues. Les navires sur lesquels les Vikings conquéraient les mers étaient construits selon le principe du chevauchement de planches, que les historiens appellent le bordage à clin. Cela signifiait que chaque planche était superposée à la précédente, telle une écaille sur le corps d'un monstre marin. Grâce à cela, le navire devenait léger, flexible et rapide, capable de survivre aux assauts des tempêtes du Nord. Les découvertes archéologiques à Roskilde, Danemark, le confirment. Même après 1000 ans, ces coques conservent leur forme, comme si elles avaient été construites hier. Une telle méthode d'assemblage exigeait une précision incroyable. Une erreur de l'épaisseur d'un ongle pouvait coûter la vie au navire. Les Vikings utilisaient un outil que l'on appellerait aujourd'hui une hache à équarrir, une large lame à l'aide de laquelle le maître pouvait ajuster chaque planche avec une précision au millimètre près. Un seul coup manqué et des semaines de travail étaient réduites à néant. Parmi les Vikings existait un mot spécial pour les maîtres capables de construire un navire, skipasmid. Ce n'étaient pas de simples artisans, mais des prêtres du bois et du vent. Leur savoir se transmettait oralement, de génération en génération, et valait plus cher que l'or, car le Drakkar n'était pas seulement un moyen de transport, il était le symbole de l'âme du clan. Imaginez le bruit d'un village côtier. Des dizaines de personnes travaillent côte à côte, l'odeur de la résine et du sel chatouille les narines, et au-dessus de tout cela s'élève le squelette de la future merveille. Long comme un champ de bataille et fin comme une flèche. Chaque couple est courbé précisément sous la main du maître. Chaque planche semble chercher sa propre place. Les historiens estiment que de tels navires gigantesques comme le légendaire Serpent de mer du Sørland pouvaient atteindre une longueur de 90 mètres, accueillant plus d'une centaine de guerriers. Et tout cela sans plan, sans instrument de mesure, uniquement de mémoire et à l'œil. Mais le plus mystérieux, ce n'est pas la taille, mais la manière dont ces navires maintenaient leur stabilité sur les vagues. Les ingénieurs modernes débattent encore comment les Vikings parvenaient à un rapport idéal entre légèreté et solidité. Peut-être la réponse réside-t-elle dans la manière dont ils unissaient le bois et la mer en un seul être vivant. Quand une vague frappait la coque, le Drakkar ne se brisait pas, il pliait, il vivait, comme si l'océan lui-même l'avait accepté dans ses rangs. Et tandis que les archéologues nettoient la vase des restes d'anciennes planches, dans ses courbures, on peut entendre le souffle d'une époque où l'homme et la mer parlaient le même langage. Mais qu'est-ce qui les poussait à construire de si grands navires? La soif de gloire, le commerce, ou quelque chose de plus grand, le désir d'aller au-delà des confins du monde connu, où les cartes s'arrêtaient et les légendes commençaient? La réponse se trouve dans la technologie de construction elle-même, et dans celui qui tenait la barre de ces monstres marins. Quand les archéologues ont pour la première fois remonté les restes d'un navire de la baie de Roskilde, ils n'en ont pas cru leurs yeux. D'énormes planches de chêne, comme vivantes, conservaient la courbure donnée par le maître il y a 1000 ans. Ces fragments appartenaient à ce qu'on appelle un navire long, une catégorie de navires conçus non pas pour le transport de marchandises, mais pour la guerre et l'attaque surprise. Long, étroit, presque sans superstructure, il fendait la mer comme si sa surface était une route lisse. C'est dans de tels navires que s'est incarné le principe, devenu le cœur du miracle scandinave. La construction symétrique de la quille au bordage. La quille, c'est-à-dire la poutre centrale, servait de colonne vertébrale au navire. Ce terme ne désignait pas seulement une pièce de la construction. La quille donnait à tout le navire son âme et sa direction. Sans une quille parfaitement droite, le navire ne naviguait pas, mais luttait contre les vagues, tel un homme à la colonne brisée.
C'est pourquoi la pose de la quille était considérée comme un rite sacré. On y apportait des offrandes, on y plaçait des pièces de monnaie, et parfois même une goutte de sang animal, pour apaiser les dieux de la mer. Les études modernes du bois montrent que les maîtres choisissaient des arbres dont le tronc avait une courbure naturelle correspondant aux futures membrures du navire. Ils ne courbaient pas le bois, ils cherchaient sa forme prête dans la forêt. Ce n'est pas de l'ingénierie, c'est une symphonie entre le bois et l'homme. Un des chercheurs écrivait qu'un skipasmide expérimenté pouvait voir le navire à l'intérieur du chêne, comme un sculpteur voit la statue à l'intérieur de la pierre. Pour assembler les planches, les Vikings utilisaient des tendons de bœuf et de la résine. Cette méthode, connue sous le nom de rivetage sur sangle, permettait à la coque d'être étanche et en même temps flexible. Étonnamment, de telles jonctions résistaient tout autant que les rivets métalliques modernes. Dans la saga de Harald à la belle chevelure, il est mentionné que les navires de sa flotte pouvaient traverser une tempête quand les vagues frappaient plus haut que les mâts. Il ne s'agit pas d'une exagération poétique. Les calculs des historiens navals montrent qu'un drakkar à la coque flexible pouvait s'incliner de près de 40 degrés sans perdre sa stabilité. Le processus de construction lui-même s'apparentait à un rituel militaire. On choisissait d'abord un terrain au bord de l'eau, ce qu'on appelait le berceau du navire. Les maîtres creusaient une fosse, y posaient la quille et montaient les bordages par couches, fixant chaque planche avec des chevilles en bois, des goujons en orme. Après chaque rangée, la coque était enduite d'un mélange de goudron et de graisse de baleine. Cette odeur s'imprégnait dans la peau, les cheveux et les vêtements, rappelant que la mer ferait désormais partie de leur vie. Selon les données archéologiques, la construction d'un grand drakkar nécessitait environ 40 chaînes et le travail de 50 personnes pendant 1 an. Aucun plan, aucune trace écrite. Tout existait uniquement dans l'esprit du maître et dans sa mémoire. Les jeunes apprentis se tenaient à proximité, mémorisant chaque geste, chaque bruit de hache comme une prière. Un chroniqueur du XIIe siècle écrivait « Le skipasmide voit la mer avant que le navire ne touche l'eau ». Les Vikings eux-mêmes appelaient ces navires des dragons, et ce n'était pas un hasard. À la proue, on sculptait une tête de monstre, destinée à effrayer les mauvais esprits et les ennemis. Cet élément s'appelait drac, d'où le mot drakkar. Parfois, selon les légendes, les maîtres cachaient des morceaux d'ambre dans les yeux du dragon, afin que le navire voie son chemin, même par tempête. Les découvertes archéologiques confirment effectivement la présence d'incrustations de pierre ou d'ambre dans les ornements de proue. Le bruit des marteaux, le craquement du bois, l'odeur du sel, tout cela se fondait en un seul sentiment. Ils construisaient non pas un simple navire, mais une voie vers la gloire. Le drakkar devenait le prolongement de leur corps, un moyen de prouver leur force aux dieux. Quand le navire était mis à l'eau, tout le clan se rendait sur le rivage. Les femmes apportaient du pain, les enfants tenaient les cordes, les anciens jetaient dans la mer les cendres de charbon brûlé, symbole du chemin éternel. Les ingénieurs modernes du musée maritime norvégien ont tenté de recréer un tel navire et ont rencontré un problème inattendu. Le chêne qui pousse aujourd'hui a une structure de fibres différente, plus lâche, moins dense. Autrement dit, même si nous avons les plans, nous ne pouvons pas reproduire entièrement l'ancienne technologie. Les Vikings travaillaient avec un bois qui ne pousse plus comme ils le faisaient il y a 1000 ans. Quand la coque achevée commençait à respirer le vent pour la première fois, les maîtres disaient que le navire s'était réveillé. À partir de ce moment, il n'appartenait plus aux hommes, mais à la mer. Et quiconque montait sur le pont savait. Devant lui s'étendait un chemin vers l'inconnu, où seule la force de la main et la volonté du cœur pouvaient le maintenir à flot. Mais avant que ces géants ne partent en campagne, ils devaient subir une épreuve qui déterminait si le navire était digne de voir les vagues de la mer du Nord. Quand le drakkar était prêt, sa vie ne faisait que commencer. La première épreuve s'appelait la vérification en mer, un moment officieux mais décisif qui pouvait anéantir une année de travail. Le navire était mis à l'eau dans un silence complet, ni un mot, ni un chant, seulement le grincement des cordes et le bruit sourd du bois contre l'eau. Si le navire s'était posé droit, sans gîter, si le vent avait effleuré la voile comme pour le saluer, les maîtres hochaient la tête en silence.
le navire était accepté par la mer. Si, en revanche, la coque commençait à jouer, se courbant de manière anormale, le drakkar était démonté, sans regret, sans plainte, car les Vikings croyaient « mieux vaut noyer le bois que de noyer les hommes ». Cette vérification n'était pas seulement un acte technique, mais une partie du culte maritime. Les marins eux-mêmes l'appelaient du mot « saïdre », une initiation magique. Le saïdre n'était pas de la sorcellerie, mais une manière d'entendre la volonté des éléments. Il jetait des branches brûlées dans l'eau, observant si elles coulaient ou flottaient. C'est ainsi qu'il déterminait si la mer accepterait le nouveau navire. Les archéologues ont trouvé des morceaux de bois carbonisé près des sites de construction, et de nombreux chercheurs y voient une trace directe de ce rituel. Après l'approbation de l'eau, l'étape suivante arrivait, l'armement. La principale fierté du drakkar était sa voile. Elle était tissée en laine, imprégnée de graisse et de sang d'animaux afin d'être imperméable. Oui, la voile viking était littéralement vivante. Elle sentait, elle absorbait le sel et le soleil, et de ce fait, elle devenait plus dense à chaque voyage. Des chercheurs de l'université d'Oslo ont prouvé qu'une telle voile en laine pouvait résister à des rafales de vent qui déchireraient des tissus synthétiques modernes. Le mât, c'était le cœur du navire. Il était installé manuellement, sans mécanisme de levage. Des dizaines d'hommes soulevaient le lourd tronc à l'aide de cordes, et les femmes chantaient des chansons rythmées pour donner le tempo et maintenir l'accord entre les corps. Ce moment était si important que certaines sagas disent « quand le mât est levé, le navire prend un nom ». Le nom n'était pas choisi par le propriétaire, mais par le vent lui-même, selon la manière dont la première rafale touchait la voile. Mais les épreuves de résistance étaient encore à venir. Chaque nouveau drakkar devait subir ce qu'on appelait l'épreuve des rameurs. Cela semble simple, mais en réalité, c'était un enfer. 50 et parfois plus de 100 personnes s'asseyaient sur les bancs et ramaient contre le vent, testant l'équilibre du navire et sa flexibilité. Les rameurs sentaient la coque respirer sous eux. Les planches grinçaient, l'eau suintait par les fissures, le vent arrachait les rames de leurs mains. Si après 1 heure de rame, la coque restait sèche et ne brisait pas le rythme, le navire était considéré comme prêt pour l'expédition. Sinon, les Vikings retournaient à leur hache. Parmi les marins, il y avait une expression. Le navire vit tant que sa quille vit. Ce n'est pas une métaphore, mais un fait technique. La quille supportait tout le poids et la direction. Pour la renforcer, les maîtres utilisaient une résine spéciale, mélangée à de la poussière de charbon et des poils d'animaux. Cette masse noire, trouvée lors des fouilles à Sørland, a étonné les scientifiques par sa solidité. 1000 ans plus tard, elle n'était toujours pas désintégrée. Pendant les essais, le navire subissait encore un autre mystère, la vérification de combat. Les Vikings simulaient une attaque. Plusieurs personnes couraient sur le pont, entrechoquant leurs boucliers pour vérifier la stabilité de la coque. Le bruit des coups, le craquement des planches, l'odeur de la sueur et de la résine, tout cela transformait le navire en un être vivant, prêt au combat. Un chroniqueur écrivait « Quand le drakkar acceptait le poids des guerriers, il devenait une partie de leur chair ». Les ingénieurs navals modernes s'étonnent. Comment un navire construit sans cadre métallique ni rivet pouvait-il supporter un tel stress? La réponse, dans la flexibilité de la construction. Les Vikings utilisaient un principe que l'on appelle aujourd'hui le quille flottante. C'est-à-dire que la coque n'était pas rigidement fixée, mais pouvait légèrement bouger sous l'impact d'une vague. Cet effet fonctionnait comme une suspension de voiture moderne, amortissant les oscillations et empêchant le navire de se briser. Après toutes les vérifications, le navire était décoré. Des boucliers étaient fixés sur les côtés du bord, non pas pour la protection, mais comme signe d'appartenance. Chaque bouclier racontait l'histoire du clan, des exploits, du sang versé pour la gloire. Quand le drakkar était à quai, ses disques ronds scintillaient, comme les écailles d'un poisson géant. Dans les sagas nordiques, il était dit « Quand le soleil frappe les boucliers, l'ennemi voit la mort avant même d'entendre le cri des rameurs. » Et c'est ainsi, quand le navire avait passé toutes les épreuves, qu'il était accepté par le jarl, le chef dont le nom était désormais lié au destin du navire. Il accomplissait le dernier rite. Il frappait le flanc de sa paume et prononçait « Va et ne reviens pas vide ». Ces mots ne signifiaient pas une malédiction.
C'était une bénédiction viking, car chaque navire devait rapporter soit des richesses, soit la gloire, soit la mort. Il n'y avait pas de troisième option. À ce moment, un grondement montait de la côte. Tambours, rugissement de cornes, tintement des armes. L'expédition commençait. Les dracars s'éloignaient vers l'horizon, comme une volée d'oiseaux géants, et seul le vent salé savait lesquels reviendraient. Quand la flotte de dracars sortait du fjord, la mer se transformait en un miroir d'acier. Le vent gonflait les voiles, et les lourds navires, créés sans un seul plan, commençaient à se déplacer avec une telle vitesse que les chroniqueurs les comparaient à une panthère courant sur l'eau. Les historiens estiment que les meilleurs dracars pouvaient atteindre 15 nœuds, plus rapidement que de nombreux navires européens du Moyen Âge. Pour les Vikings, cela signifiait le pouvoir sur la mer, où chaque coup de rame supplémentaire décidait du destin. La principale force du drakkar n'était pas seulement sa vitesse, mais aussi sa capacité de manœuvre. Contrairement aux lourdes galères médiévales, les navires vikings avaient un faible tirant d'eau, seulement environ 1 mètre. Cela leur permettait de pénétrer directement dans les estuaires des rivières, où l'ennemi n'attendait pas d'attaque. Les archéologues modernes appellent une telle construction une plateforme universelle. À l'époque, les Vikings disaient simplement « Notre navire va là où nagent les poissons et où vivent les hommes ». L'élément clé de la direction s'appelait la planche de gouvernail, en norvégien steerboard. C'est de ce mot qu'est dérivé plus tard le moderne starboard, bâbord. Cette planche était fixée à la poupe et elle était manœuvrée par un homme appelé le steerman, le timonier. Il n'était pas seulement un barreur, mais en fait le second commandant après le jarl. Tout dépendait de son flair. S'il se trompait, le drakkar pouvait chavirer sur la vague. Selon les descriptions des chroniqueurs, le timonier se tenait pieds nus, sentant le navire avec ses pieds. Quand une vague frappait, il ne regardait pas la boussole, elle n'existait pas, il écoutait le son de la coque. Les Vikings disaient « Un bon timonier entend quand le navire a peur ». Les découvertes archéologiques du gouvernail du navire d'Oseberg montrent qu'il était sculpté non seulement pour diriger, mais aussi pour amortir les vibrations de l'impact de l'eau. C'était un chef-d'œuvre d'hydrodynamique bien avant l'apparition de la science. Pour maintenir le cap, on n'utilisait pas de carte, mais des signes de la mer. La direction du vent, le vol des oiseaux, la couleur de l'eau, l'odeur du sel. Les pierres solaires, des cristaux de calcite transparents qui réfractaient la lumière même à travers les nuages, avaient une importance particulière. Les historiens ont longtemps considéré cela comme un mythe, jusqu'à ce qu'en 2012, un tel cristal soit retrouvé sur un navire anglais du XVIe siècle, preuve que la technologie existait réellement. Les Vikings pouvaient déterminer la position du soleil avec une précision de quelques degrés, même par temps couvert. Quand les dracars partaient en expédition, chaque rameur avait sa place, un banc fixé au bord. Les rames passaient par des ouvertures, fermées par des manchons en cuir, pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur. Ces ouvertures s'appelaient « or », d'un mot signifiant le souffle. Les Vikings disaient « l'or, ce sont les poumons du navire. Mieux il respirait, plus vite le drakkar avançait. » Les rames étaient faites en frêne, un bois flexible mais robuste, capable de supporter des dizaines de milliers de coups sur l'eau. Pendant la navigation, une discipline de fer régnait à bord. L'équipage était divisé en bords, gauche et droit, comme les deux mains d'un même corps. Quand le signal était donné au corps, les rameurs devaient frapper à l'unisson. La rupture du rythme était sévèrement punie, non pas par le fouet, mais par la honte. Un viking qui brisait le rythme perdait le respect, et donc le droit à sa part de butin. La nourriture à bord était simple, viande séchée, poisson, galettes d'avoine et bière diluée avec de l'eau de mer. Tout était calculé pour la survie lors d'un long voyage. Chaque goutte d'eau douce était précieuse. Dans les mers froides, les Nordiques économisaient leur énergie en ramant de manière courte mais puissante. Le roulement se faisait toutes les 2 heures pour préserver les forces. Quand la tempête commençait, la voile était affalée et on passait aux rames. C'était un moment de vérité. La mer mettait à l'épreuve non seulement le navire, mais aussi les hommes. Les vagues s'élevaient comme des montagnes, le mât pliait sous le vent et la quille gémissait comme un être vivant. Et pourtant, les dracars survivaient.
Grâce à sa flexibilité, la coque ne se brisait pas, mais bougeait avec la vague. Les ingénieurs modernes reconnaissent, c'est cette vivacité de la construction qui a permis aux Vikings d'atteindre l'Islande, le Groenland et même les côtes de l'Amérique du Nord. Chaque expédition était un jeu avec la mort. Les Vikings savaient, si la mer les prenait, elle ne rendrait que des copeaux. Mais la peur ne les empêchait pas de chanter. Pendant les tempêtes, ils entonnaient des chants de guerre, graves, rythmés, au son des coups de rame, pour couvrir le bruit du vent. Dans ces chants résonnait la philosophie du monde nordique. Si tu meurs, la mer t'accueillera comme un frère. Et pourtant, c'est précisément dans ces navigations que se cachait le secret principal du drakkar. Il n'était pas conçu pour le commerce ou la gloire. Sa forme, sa flexibilité, sa vitesse, tout indiquait un seul objectif, le débarquement, l'attaque instantanée, la surprise. Quand les drakkars approchaient du rivage ennemi, leurs ombres se confondaient avec l'horizon. Et avant même que les sentinelles n'aient eu le temps de donner l'alerte, les premiers guerriers foulaient déjà le sable, prêts à transformer n'importe quelle côte en le début d'une nouvelle saga. Quand le rivage se rapprochait, les drakkars changeaient d'apparence. Voiles déployés, ils ressemblaient à des oiseaux. Mais dès que les Vikings entendaient le bruit des vagues, ces oiseaux se transformaient en prédateurs. La voile était affalée, les rames entraient dans l'eau et le navire glissait vers la terre presque sans bruit. À partir de ce moment, commençait ce pourquoi il avait été créé, l'invasion instantanée. La force principale du drakkar, son faible tirant d'eau. Grâce à elle, le navire pouvait s'approcher du rivage là où d'autres navires s'échouaient. Les archéologues en Islande ont trouvé des vestiges de quais où les drakkars entraient dans les estuaires des rivières à une profondeur ne dépassant pas le genou d'un homme. Cela permettait de débarquer une centaine de guerriers armés en 1 minute à peine. Les experts militaires modernes appellent cela un prototype d'opération amphibie. Un concept clé expliquant la puissance de combat du drakkar est le mur de bouclier. Ce n'est pas une formation tactique terrestre, mais un système de défense sur le navire. Les boucliers, fixés le long du bord, ne servaient pas seulement d'ornement. Ils protégeaient les rameurs des flèches et des lances, transformant le drakkar en une forteresse mobile. Quand le débarquement commençait, les guerriers retiraient leurs boucliers et se réorganisaient instantanément en un mur, le fameux mur de bouclier, ou Skjöldborg. C'était le moment où la mer et la terre se rejoignaient en une seule ligne d'attaque. Les historiens notent que les drakkars n'agissaient jamais seuls. Ils naviguaient en flottille de 20, 30, parfois jusqu'à 100 navires. Les signaux n'étaient pas donnés par des drapeaux comme sur les flottes ultérieures, mais par des sons de corps. Chaque jarle avait son propre motif par lequel les guerriers reconnaissaient sa voix. Ce signal résonnait en écho sur l'eau, transformant le fjord en une salle de bataille résonnante. Un moine anglais, témoin de l'assaut sur Lindisfarne, écrivait « Nous entendîmes un rugissement de trompe, et la mer parla d'une voix d'enfer. Pendant l'attaque, les navires se tournaient la proue vers le rivage. Chaque drakkar avait une passerelle étroite, appelée broue. C'était un ponton en bois que l'on jetait sur le sable. Par là, un par un, les guerriers armés descendaient. Toute l'opération prenait moins de 10 minutes. Les ennemis n'avaient pas encore eu le temps de se rassembler que les Vikings plantaient déjà leurs étendards sur les collines côtières. L'un des éléments techniques les plus importants du drakkar était l'équilibrage de la coque. Lors du débarquement, le poids se déplaçait et le navire pouvait chavirer. Pour éviter cela, les maîtres calculaient à l'avance la répartition du poids. Les ingénieurs navals modernes qui ont analysé les reconstructions ont noté. Le centre de gravité du drakkar était idéalement situé entre le mât et le milieu de la quille. Cela permettait au navire de rester stable même lors d'un débarquement rapide de personnes sur le rivage. Lorsque l'attaque était terminée, le navire n'était pas abandonné. Il était ramené à l'eau à l'aide de cordes tendues sur des rouleaux en bois. Tout cela ne prenait que quelques minutes. Ainsi, la flottille pouvait disparaître de l'horizon plus rapidement que l'alarme ne se déclenchait. Cet effet de surprise a fait des Vikings une légende et de leur navire un symbole de peur dans toute l'Europe. Mais la guerre n'est pas la seule chose qui a rendu les drakkars immortels. Les voyages commerciaux, les expéditions exploratoires, tout reposait sur les mêmes navires. Les archéologues ont trouvé des preuves de voyages jusqu'à Byzance et Bagdad, et certaines sources mentionnent des marchands scandinaves ayant même atteint les rives de la mer Caspienne.
Les Vikings commerçaient des fourrures, des esclaves, de l'ambre, du fer. Leurs navires sont devenus un pont entre le nord et l'est, entre le froid et le sable. Il est intéressant de noter que chaque flottille avait ses particularités. Les Norvégiens construisaient des dracars étroits et légers pour les mers orageuses, les Danois plus larges, avec une plus grande cale de chargement. Et les Snekars suédois se distinguaient par une coque longue, presque serpentine, parfaitement adaptée aux rivières d'Europe de l'Est. Tout cela était des variations d'un même principe, la vitesse et la mobilité. C'est ce principe qui a permis aux dracars d'atteindre l'Islande, le Groenland, puis la mystérieuse terre de Vinland, sur la côte de l'Amérique du Nord. En 2000, les archéologues de l'Anse aux Médoses ont confirmé. Les Vikings y ont effectivement posé le pied 500 ans avant Colomb, et ils l'ont fait sur les mêmes navires, créés à la main, sans plan ni outils. Mais la découverte la plus stupéfiante pour les historiens modernes a été autre. Au fond des fjords de Norvège, on trouve des traces de navires dont la longueur dépassait tout ce que nous savions sur la construction navale viking. Certaines sources affirment jusqu'à 90 mètres. Peut-être s'agissait-il de navires amiraux de rois, construits pour démontrer leur puissance. Peut-être des navires sacrés, destinés non pas à la navigation, mais à des rituels funéraires. Et pourtant, la question reste ouverte. Comment les Vikings, sans plan ni outils métalliques, ont-ils pu créer quelque chose de comparable en taille à une frégate moderne? La réponse, semble-t-il, se trouve plus profondément dans le fait que pour eux, le navire n'était pas une machine, mais un être vivant. Ils ne le construisaient pas, ils le mettaient au monde. Et quand le drakkar partait en mer, son destin était aussi imprévisible que la nature même de la mer du Nord. Quand le drakkar achevait son voyage, il ne mourait pas, il passait dans un autre monde. Les Vikings croyaient, le navire, comme l'homme, a une âme. C'est pourquoi les meilleurs d'entre eux ne pourrissaient pas dans les docks, ils étaient brûlés. Le rite funéraire, décrit dans la saga des Ynglingar, était le dernier voyage du guerrier. On le plaçait sur le pont du navire, entouré de ses armes, boucliers, armures. Le navire était incendié, et le vent transformait les flammes en ailes, emportant le guerrier vers Odin. Les archéologues ont trouvé des dizaines de ces sépultures. La plus célèbre, le navire d'Oseberg, découvert en Norvège. Il était presque entièrement conservé, et quand les scientifiques l'ont dégagé, ils n'ont pas vu qu'un simple navire, mais une œuvre d'art. Des dragons sculptés, des motifs, des traîneaux rituels, des tissus avec des symboles solaires. Même 1000 ans plus tard, l'odeur de goudron et de bois se faisait sentir sous les couches d'argile. Les dracars ne sont pas morts du temps, mais des changements. Quand l'Europe est passée aux grands navires marchands et aux lourds navires de guerre, les monstres flexibles du Nord ont cédé la place aux géants lents. Mais leur esprit n'a pas disparu. Les principes de leur construction, symétrie, flottabilité, solidité et légèreté, ont servi de base à de nombreuses technologies maritimes. Les ingénieurs modernes reconnaissent qu'il est impossible de reproduire la précision des courbures et la flexibilité du drakkar. Il n'était pas le résultat d'un calcul, mais le résultat d'un sentiment, celui-là même qui unissait l'homme et le bois, le vent et la mer. Et maintenant, connaissant leurs secrets, une question se pose. Pourrions-nous, armés de toutes les technologies, construire un navire qui vivrait 1000 ans et serait toujours vivant? Ou bien cette compétence est-elle un art à jamais disparu des hommes pour qui la mer n'était pas une route, mais un destin?